Bonjour à tous et bienvenue à tous les élèves du terminal dans la deuxième partie du cours sur la radioactivité. Donc dans la première partie, on a parlé de la définition de la radioactivité, les différents types de désintégration radioactive, la loi de décroissance radioactive. On a parlé également de l'activité d'un échantillon radioactif. Donc dans cette partie, on va entamer les applications, en particulier la datation, la fusion et la fission nucléaire. Bien, donc dans la datation, on va voir qu'il y a deux techniques essentielles de la datation. Il y a ce qu'on appelle la datation au carbone 14 et il y a une autre technique qu'on utilise, un certain couple d'éléments radioactifs comme l'uranium, thorium, et on verra d'autres. Bien, commençons par rappeler quelques relations mathématiques, puisqu'au départ, en général, vous entamez ce cours avant de faire le cours sur le logarithme et sur l'exponentielle. Sachez tout simplement que log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Log de A sur B, c'est moins log de B sur A. Log de l'exponentielle de x, c'est x. Autrement dit, le logarithme, c'est la fonction inverse de l'exponentielle. Et donc, l'exponentielle de log, c'est aussi x. Log de a fois b, bien sûr, c'est log de a plus log de b. Et n log de x, c'est log de x puissance n. Donc, ce sont essentiellement les relations qu'on a utilisées pour déterminer, pour travailler avec la loi de décroissance pour l'activité. Bien, je rappelle aussi que on a parlé des isotopes, isotones, isobars. Et je vais m'intéresser essentiellement aux isotopes. Je vous rappelle qu'un isotope, ça signifie quoi? Ça signifie un élément chimique, ou bien un élément chimique qui possède plusieurs nombres de masses différents. Donc un noyau, je vous rappelle, est caractérisé par son numéro atomique, c'est Z qui est noté en bas. Par exemple, le carbone, c'est 6. C'est la nature chimique de l'échantillon. Chaque atome possède un numéro atomique bien déterminé. Le carbone c'est 6, l'azote c'est 7, l'oxygène c'est 8. Mais le nombre de masses peut varier d'un atome de carbone à un autre. Et on parle dans ce cas d'isotopes. Et les isotopes les plus importants du carbone, ce sont le carbone 12, le carbone 13, qui sont stables. Et le carbone 14, lui, il est instable. Sa période, c'est 5730 années. Ça signifie quoi cette période? Ça veut dire si vous avez n atomes à l'instant t égale à 0, au bout de 5730, il ne restera que n sur 2. Et on verra qu'au bout de pratiquement cette période, il ne reste plus rien du carbone 14. Donc, si le carbone 14 est radioactif, l'âge de l'univers est largement supérieur à 7 fois t. Donc, normalement, il ne restera plus du carbone 14 dans l'atmosphère à l'état actuel. Autrement dit, d'où vient le carbone 14 qu'on détecte aujourd'hui? Eh bien, sachez que pour la production du carbone 14, comment elle est créée? Elle est créée par l'interaction des rayons cosmiques qui viennent du cosmos, du Soleil, qui sont en particulier de neutrons. Donc, c'est une réaction de fission. Le neutron attaque l'azote et donne comme conséquence le carbone 14 plus un proton. Ce carbone 14 va se lier rapidement avec l'oxygène de l'air pour former le CO2. Et grâce à la photosynthèse, tous les végétaux absorbent le CO2 et également les poissons et ainsi de suite. Donc les carnivores, les êtres humains par exemple, mangent ces végétaux. Donc je suis quelqu'un qui est radioactif, vous êtes quelqu'un qui est radioactif parce que vous consommez le CO2 qui contient le carbone 14. Donc la concentration du carbone 14 augmente via l'interaction des rayons cosmiques avec l'azote. Mais vous avez une autre réaction, donc vous voyez la première, l'azote plus neutron donne le carbone 14 plus un proton. Donc ça c'est la production du carbone 14 grâce à l'interaction des rayons cosmiques avec l'azote de l'air. Mais en même temps, vous avez le carbone 14 qui est radioactif. Ça veut dire qu'il se transforme spontanément en azote plus l'émission d'un électron. Il se trouve que ces deux réactions, la production du carbone 14 et la disparition du carbone 14, sont
équilibrée. Autrement dit, la concentration du carbone 14 dans l'atmosphère, elle est pratiquement constante dans les dernières millénaires. Et c'est cette information qui est très importante qu'on va utiliser pour dater les objets qui datent environ de 50 000 dernières années. En effet, voilà, comme je dis, donc si un être vivant consomme le CO2, soit à travers les végétaux, soit à travers différents systèmes, donc chez les êtres vivants, la concentration du carbone 14 ou la proportion du carbone 14 par rapport au carbone 12, c'est une constante. Tant que cet être vivant, tant l'être il est vivant, ce rapport il est constant. Je prends un arbre par exemple, ou bien vous-même, moi-même, tant qu'on est vivant, la concentration elle est égale à une constante. Mais à partir du moment que l'arbre va mourir, puisque le carbone 14 il est radioactif, le carbone 12 il est constant, cette proportion va diminuer. Et au bout par exemple de 5700 années, si au départ votre organisme contient 100 atomes du carbone 14, il va contenir au bout de 6000 années à peu près 50 atomes de carbone 14 et ainsi de suite. Et en mesurant le nombre de carbone 14 qu'un objet ancien, par exemple un morceau d'arbre, contient à cet instant, on peut remonter à l'âge de ce morceau d'arbre. Donc c'est ça le principe de la datation du carbone 14. Donc je répète, tant que l'être vivant, l'être il est vivant, ce rapport c'est une constante. À partir du moment, pourquoi c'est une constante? Parce que vous avez un échange continu entre vous et l'atmosphère par l'absorption de CO2. Une fois que l'être humain ou l'arbre est mort, cet échange s'arrête et la concentration du carbone 14 par rapport au carbone 12 diminue. Donc il suffit de trouver un moyen de mesurer la concentration du carbone 14 par rapport au carbone 12 là où vous voulez détecter l'âge de l'échantillon et vous pouvez déterminer l'âge de cet échantillon. Donc voilà, courbe de désintégration du carbone 14. Vous voyez par exemple au bout de l'âge, on a noté par exemple le rapport de la proportion du carbone 14 par rapport au carbone 12. On va la normaliser à 1 si l'échantillon est vivant. Si cette proportion a diminué de 50%, ça veut dire l'âge de l'échantillon est à peu près 5000 années. Donc s'il a diminué de 10%, l'âge est à peu près 2000 ans. Vous voyez, s'il a diminué de 70%, l'âge est à peu près 10 000 années. Voilà. Bien. Donc les méthodes de datation du carbone 14 sont de deux types. Ce qu'on appelle des méthodes radiométriques. Le principe, c'est de mesurer l'activité d'un échantillon à l'instant où vous voulez mesurer son âge, de la comparer à l'activité d'un objet vivant, et à partir du rapport, on a directement l'âge de l'échantillon. Vous avez une autre méthode qui est basée sur la spectrométrie de masse. Et cette spectrométrie, son principe, c'est d'accélérer les atomes du carbone. Et comme le carbone 12 n'a pas la même masse que le carbone 14, n'a pas la même masse que le carbone 13, cette technique expérimentale permet de vous donner exactement la proportion du carbone 14 par rapport au carbone 12. Et donc, si on connaît la proportion, on peut déterminer directement l'âge de l'échantillon. Maintenant, est-ce qu'on peut tout dater avec le carbone 14? Bien sûr, on ne peut pas tout dater. Si vous avez par exemple une roche basaltique, il ne contient pas le carbone, donc on ne peut pas déterminer son âge. Et aussi, cette technique elle est limitée à des âges qui sont inférieurs à 50 000 années. Pourquoi? Parce qu'au bout de 50 000 années, c'est à peu près 7 fois la période du carbone 14. Pratiquement 99% des atomes de carbone 14 qui étaient présents à T égale à 0 se sont désintégrés. Et donc, la quantité qui reste est très difficile à mesurer expérimentalement. Donc vous voyez, au bout de cette période, je vous laisse le soin de faire cette application numérique, le nombre de noyaux désintégrés, c'est 99%. Donc il ne reste pratiquement rien comme atome du carbone 14. Bien. Maintenant, voilà une information pourquoi on ne peut pas dater les objets qui sont plus anciens de 50 000 années. Le pétrole par exemple, qui est un hydrocarbure qui contient le carbone.
il n'est pas radioactif, ne contient plus du carbone 14. Pourquoi? Parce que tout simplement, la formation de pétrole date à des âges largement supérieurs à 50 000 années. Bien, maintenant le principe de détermination de l'âge, il est basé sur les équations que nous avons vues dans le chapitre numéro 1. La loi de décroissance radioactive vous dit n de t, c'est n0 exponentielle moins lambda t. Lambda, c'est la constante radioactive, constante de désintégration. Donc, si on connaît la quantité d'éléments restants à l'instant t du carbone 14, connaissant le nombre d'éléments à l'instant t égal à 0, on peut déterminer l'âge de l'échantillon par log de n de t sur n0. Ou bien, si on multiplie lambda en haut et en bas, ce temps-là est donné par l'inverse de lambda fois log de A, l'activité à l'instant t, divisé par l'activité à l'instant t égale à 0. Donc ça, c'est la méthode radiométrique. Ça, c'est la méthode qu'on utilise par spectrométrie de masse. Donc la méthode radiométrie, il est basée sur la mesure de l'activité de l'échantillon que vous voulez dater. En le comparant à l'activité d'un échantillon vivant, le rapport permet de remonter directement à l'instant t. La méthode qui est basée sur la spectrométrie de masse, elle permet de donner directement ce rapport n de t divisé par n0, en se basant toujours sur le rapport de carbone 14 sur carbone 12. Il est toujours constant durant les 50 000 années. Bien, donc voilà la méthode. Donc on détermine le nombre de carbone 14 à partir du rapport d'abondance. D'accord? Ensuite, on calcule le taux de désintégration, ou bien l'activité initiale. Donc vous avez un échantillon de 50 mg. On peut déterminer le nombre d'atomes, l'activité de cet échantillon. Connaissant l'activité, on peut déterminer le nombre n de t qui contient le nombre de noyaux du carbone 14 que contient cet échantillon. Or, connaissant le rapport, sachant que le rapport est constant, on peut remonter à A0 et donc déterminer T par la formule T1 sur lambda log de A de T sur A0. Donc voilà un exemple concret. On trouve un morceau de charbon de bois, duquel on prélève un échantillon de 30 mg. Il faut bien sûr comparer l'être mort avec l'être vivant de même masse, parce que l'activité c'est proportionnel au nombre d'atomes du carbone. Et si la masse varie, bien sûr, le nombre d'atomes du carbone va varier. L'activité attribuée à la présence du carbone 14 dans cet échantillon, c'est 400 désintégrations par minute. On nous demande de déterminer l'âge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un morceau de bois vivant, c'est-à-dire, et on extrait 30 grammes. À partir de ces 30 grammes de bois vivant, on va déterminer le nombre d'atomes du carbone, sachant que le rapport entre le carbone 14 et le carbone 12 c'est une constante. Donc si je détermine le nombre d'atomes du carbone, je peux déterminer le nombre d'atomes du carbone 14. Donc je connais l'activité initiale. Et connaissant l'activité à l'instant t, je peux déterminer l'âge de l'échantillon. Donc voilà, pour calculer le nombre d'atomes du carbone dans l'échantillon, ensuite on calcule le nombre d'atomes du carbone 14 et on détermine l'activité. Après on détermine l'instant t. Donc voilà, pour déterminer le nombre d'atomes du carbone 12, du carbone dans 30 mg, on utilise règle de 3. Petit n, c'est le nombre d'Avogadro fois la masse divisé par la masse molaire. Connaissant ce nombre et connaissant que le rapport c'est une constante, je peux déterminer le nombre initial du carbone 14. Connaissant le nombre initial du carbone 14, je peux déterminer l'activité. Donc je connais l'activité d'un échantillon de 30 mg de bois vivant. Je connais l'activité de l'échantillon qui est mort. Je détermine l'âge par le rapport T égale log de A0 sur A divisé par log de 2 fois T1 demi. D'accord? Donc le principe, là, vous avez un échantillon très ancien. Il faut extraire une masse de carbone, déterminer son activité et à partir du même masse d'un échantillon vivant, on peut déterminer l'activité initiale. Et le temps est donné par cette formule. Bon, voilà, je vous laisse le soin de faire cet exercice. C'est le même principe. On vous donne l'activité à l'instant t est égal à 0,121 becquerel de ce monsieur-là, Otzi, qui a été découvert par un touriste dans les Alpes italiens. Et on vous demande de déterminer son âge. Bon, la réponse, je vous la donne, c'est autour de 6000 années. Bien,
Maintenant, c'est la datation avec la méthode du carbone 14. Mais il y a une autre méthode qu'on utilise, c'est quand on ne peut pas accès, si on n'a pas un moyen de déterminer le nombre d'atomes radioactifs à T égale à 0. D'accord? Le carbone 14, on peut déterminer N0 parce que le rapport du carbone 14 sur carbone 12 reste toujours constant durant les dernières 50 000 années. Par contre, si je prends par exemple le couple potassium-argon, d'accord, on va voir, on utilise la même chose que le thorium-uranium. On peut dater des âges très anciens sans connaître le nombre d'atomes de potassium dans la roche à T égale à 0. Et là, je vais vous expliquer le principe de cette méthode. Donc, la quantité initiale de l'élément pair, c'est le potassium qui se désintègre pour donner l'argon, varie d'un échantillon à l'autre. Donc, on n'a pas accès à N0. De nombreux minéraux contiennent au moment de leur cristallisation du potassium, dont une faible proportion est représentée par l'isotope 40 qui est radioactif, mais il ne contient aucun élément d'argon. Donc voilà l'hypothèse qu'à T égale à 0, à la formation de ce minéraux, il ne contient que le potassium. La seule hypothèse qu'on utilise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la totalité d'argon qui apparaît dans l'échantillon résulte de la désintégration du potassium. Voilà un échantillon lors de sa formation, à l'instant T très ancien, à l'instant T égale à 0, d'accord, il contient N0, noyau du potassium. À l'instant T, et on veut déterminer son âge, certains potassiums se sont désintégrés et il ne reste que NK de T. Et toute la partie qui est désintégrée, bien sûr, a donné naissance à l'argon 40. Si je prends un échantillon à cet instant T, bien sûr, il y a des moyens d'extraire l'argon et le potassium. Et connaissant le nombre de noyaux qui restent d'argon, le nombre de noyaux qui restent du potassium, ou la masse d'argon qui reste et la masse du potassium qui reste, sans connaître N0, on peut déterminer l'âge de l'échantillon. Le principe, il est basé sur les relations suivantes. À l'instant T, c'est-à-dire là on veut dater l'âge de la roche, vous avez la loi de conservation du nombre de noyaux, c'est-à-dire le nombre de noyaux d'argon qui reste à cet instant, ce nombre-là est égal à quoi? Est égal à N0 moins le nombre de potassium qui reste à l'instant T. Donc le nombre de noyaux dans la roche d'argon, c'est le nombre initial moins le nombre qui reste. Or, vous avez la loi de décroissance radioactive nous dit que NK de T c'est N0 exponentielle moins lambda. Lambda c'est la constante radioactive du potassium. Donc je peux écrire NK sur N0 c'est exponentielle moins lambda T. Or N0 c'est quoi? Je ne connais pas N0, mais je peux le remplacer par quoi? Par le nombre de potassium qui reste à l'instant T plus le nombre d'argon qui reste à l'instant T. Et donc je peux déduire, j'applique le logarithme aux deux termes. Le logarithme de exponentielle moins lambda T c'est moins lambda T est égal à le logarithme de NK sur NK plus N argon. Et je vous dis log de A sur B c'est moins log de B sur A. Petit calcul vous donne T est égal à 1 sur lambda log de NK plus N argon sur NK. Ça veut dire 1 plus N argon sur NK. Et donc, voilà lambda T, j'applique d'abord le logarithme lambda T, ou bien moins lambda T c'est log de ça, le moins, je vais inverser A sur B, c'est B sur A, et là vous donne ce terme. On peut exprimer maintenant, vous voyez maintenant, il suffit de connaître le nombre de noyaux d'argon dans la roche, le nombre de noyaux d'argon du potassium, et on peut remonter à l'âge de la roche, sans connaître N0. Mais on peut exprimer ça en fonction des masses, parce que souvent, avec la spectrométrie de masse, par exemple, on peut déterminer la masse qui reste de l'argon et la masse qui reste du potassium. Là, il suffit d'utiliser la relation qu'on a utilisée plusieurs fois. Le nombre de noyaux du potassium, c'est le nombre d'Avogadro, fois la masse divisé par la masse molaire. Et la même relation pour l'argon. En faisant le rapport NK sur N argon, il nous reste la masse de l'argon divisée par la masse de K, bon il reste ici bien sûr fois la masse molaire divisée par la masse molaire de l'argon. Mais comme les deux, ils ont la même masse molaire, donc on a simplifié par les masses molaires, donc il reste juste le rapport de la masse de l'argon divisée par la masse du potassium. Comme lambda est égal à log de 2 sur T1,5,
Bien sûr, lambda, c'est lambda quoi? C'est lambda du potassium. Faites attention, lambda, c'est la constante radioactive du potassium. Et vous voyez qu'on peut calculer l'âge facilement par cette relation. Bien, voilà un exercice d'application qui est basé sur le même principe. On trouve, donc ça, on utilise un autre couple qui est l'uranium, le plomb. C'est une famille radioactive. D'accord? On trouve du plomb et l'uranium dans des roches minières suivant les proportions qui dépendent de la date de la formation de la roche. La même chose, on suppose tout simplement la seule hypothèse que le plomb qui est dans la roche résulte uniquement de la désintégration de l'uranium. Donc on dispose d'une roche minière qui contient lors de sa formation, qu'on considère comme origine du temps, N noyaux d'uranium. Cet échantillon contient à l'instant T une masse d'uranium 10 grammes et une masse du plomb de 0,01 g. Donc voilà, on a extrait tout l'uranium de la roche, on a extrait tout le plomb de la roche, on a fait une pesée, on a trouvé 10 grammes d'uranium et 10 mg du plomb. À partir de ces données, on veut déterminer l'âge qui est donné par cette formule. Donc calculer T en année. Donc c'est exactement la même démonstration que pour le couple potassium-argon. Voilà, vous avez l'uranium se désintègre en plusieurs étapes, mais le noyau final, c'est le plomb qui reste piégé dans la roche. D'accord? L'hypothèse de cette méthode, bien sûr, c'est tout le plomb présent dans la roche provient uniquement de la désintégration de l'uranium, et la mesure de l'uranium et du plomb permet de déterminer la roche. Donc, voilà, T égale à 0, la roche contient uniquement de l'uranium. À l'instant T, il ne reste que, puisque l'uranium est radioactif, il va rester Nu de T, et le reste, cette quantité-là, s'est transformée en plomb. Si tout le noyau du plomb provient uniquement de la désintégration de l'uranium, vous avez la fameuse relation N0, c'est le nombre de noyaux qui restent de l'uranium, plus le nombre de noyaux du plomb qui apparaît à l'instant T. Voilà. Ensuite, on va utiliser la fameuse relation Nu est égal à N0 exponentiellement lambda T. Je remplace N0 par le nombre de noyaux d'uranium plus le nombre du noyau du plomb en appliquant le logarithme comme tout à l'heure. Vous avez lambda T est égal à ça. Et donc T est égal à 1 sur lambda log N plomb sur N uranium. En passant aux masses, en remplaçant N uranium par le nombre d'Avogadro fois la masse d'uranium divisé par la masse molaire, la même chose pour le plomb. Et on arrive à la formule. Là, bien sûr, on ne peut pas simplifier par les masses molaires parce que la masse molaire de l'uranium n'est pas égale à la masse molaire du plomb. Et en remplaçant T par log de 2, vous avez la formule trouvée. On connaît la masse molaire de l'uranium, on connaît la masse molaire du plomb, on a mesuré la masse qui reste dans la roche du plomb, on a mesuré la masse d'uranium qui reste dans la roche. On peut faire une application numérique et vous voyez que l'âge est très très ancien par rapport à 7,5 10 puissance 6 années. Vous voyez par exemple, dans cette méthode-là, on ne peut pas utiliser le carbone 14. Voilà pour les deux méthodes de datation. Donc soit à partir du carbone 14, et donc il est basé sur la mesure de l'activité à l'instant T et comparé à l'activité d'un échantillon vivant, ou bien en utilisant des couples de noyaux dont on ne connaît pas le nombre d'atomes initial, mais en mesurant les masses restantes, et on peut déterminer l'âge de ce matériau-là. Maintenant, je passe à l'application de la fusion et la fission. On va définir qu'est-ce que c'est que la fusion et la fission. On va essayer de donner un ordre de grandeur de l'énergie nucléaire électrique qu'on peut obtenir à partir de ces deux phénomènes. Bon, la fusion, je commence par la fission. Donc la fission, c'est une réaction nucléaire provoquée. Donc ce n'est pas une réaction spontanée. Il faut la provoquer, il faut accélérer un neutron, attaquer un noyau lourd, et le noyau lourd va se scinder en deux noyaux moins lourds, donc plus stables. Par exemple, l'uranium, lorsqu'il est bombardé par un neutron, va donner les césium, plus le rubidium, plus de neutrons. C'est ça ce qu'on appelle la réaction de fission. Bon, voilà la réaction. On peut déterminer le défaut de masse de cette réaction. Donc la masse avant réaction, c'est la masse d'un neutron plus la masse d'uranium. Après réaction, c'est la masse du césium plus le rubidium plus la masse de neutrons. Et ça vous donne un défaut de masse qui est négatif. Ça veut dire que cette réaction libère de l'énergie.
Et l'énergie libérée, c'est le défaut de masse fois C carré. Donc le défaut de masse en kilogrammes, j'applique C mètres par seconde et ça me donne une énergie qui est en joules. Bien sûr, si on utilise le défaut de masse en unité atomique, il faut multiplier par 931 et le résultat c'est en méga électron-volt. Oh, vous me dites, on parle de l'énergie nucléaire, cette énergie est extrêmement faible. Donc, c'est quoi l'intérêt de la fission? Bon, faites attention, ça c'est une énergie qui est libérée par la fission d'un seul noyau. Or, si vous prenez une mole, il contient 10 puissance 23 noyaux. Et donc, on va essayer de calculer l'énergie libérée, par exemple, par 1 kg d'uranium. Si vous prenez 1 kg d'uranium, le nombre, la masse, donc on va déterminer la masse totale d'uranium en kilogrammes. Donc je répète, si je prends 1 kg d'uranium, je peux déterminer la masse d'un atome d'uranium, donc c'est la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro, d'accord? Donc ça c'est la masse d'un seul atome d'uranium. Et pour déterminer le nombre d'atomes dans 1 kg, je divise 1 kg par la masse d'un seul atome. Et j'obtiens 2,56 10 puissance 24 atomes. Autrement dit, 2,56 10 puissance 24 noyaux. Chaque noyau libère l'énergie qu'on a calculée tout à l'heure, de l'ordre de 10-11. Donc l'énergie totale libérée par 1 kg, c'est le nombre total du noyau dans 1 kg, multiplié par l'énergie libérée par 1 kg. Et là, ça me fait une énergie de l'ordre de 10 puissance 13 joules. Si on peut le calculer en électron-volts, il suffit de remplacer un joule par 1,6 10 moins 19 électron-volts. Et vous voyez bien, ça vous donne une énergie énorme. Bien. Si on va, pour avoir une idée de la valeur de cette énergie, on va la comparer avec ce qu'on appelle un tonne équivalent pétrole. C'est quoi une tonne équivalent pétrole? C'est l'énergie qu'on obtient par l'utilisation d'une tonne de pétrole. Donc, une tonne de pétrole va vous donner à peu près une énergie de 41 gigajoules, 10 puissance 6 joules. Autrement dit, avec cette énergie-là, qu'on obtient par 1 kg, par la fission d'1 kg, ça vous donne à peu près 1500 tonnes de pétrole. Donc, l'utilisation de à peu près de 1500 tonnes de pétrole est équivalent à la fission d'1 kg d'uranium. Vous voyez, c'est une énergie qui est énorme. Bien, on va faire la même chose par la fission cette fois-ci. La fusion, c'est l'inverse. Donc la fission, ça concerne les noyaux lourds. La fusion concerne les noyaux légers. La plus connue, c'est l'hydrogène plus le tritium plus le deutérium qui vous donne un noyau d'hélium plus un neutron plus une libération d'énergie. Donc vous envoyez, là aussi c'est une réaction qui est provoquée. On envoie le tritium et le deutérium avec une grande énergie et le choc entre ces deux particules permet de donner un noyau plus lourd et plus stable donc que le tritium et le deutérium. Et en même temps une libération d'un neutron et d'une certaine énergie. Même chose pour calculer l'énergie libérée, il suffit de calculer le défaut de masse fois C carré, ou bien l'énergie libérée, on peut le calculer aussi par l'énergie de liaison du deutérium plus l'énergie de liaison du tritium, moins l'énergie de liaison de l'hélium. Le calcul, ça vous donne à peu près 17,6 mégaélectronvolts. Et la même chose, si je prends 1 kg de deutérium et de tritium, je calcule le nombre de noyaux d'hydrogène et d'accord, le nombre de noyaux d'hydrogène que contient 1 kg de deutérium et de tritium. Et comme le calcul de tout à l'heure, ça me donne à peu près une énergie de 10 puissance 14 joules, ce qui me fait 340 terajoules. Et comme une tonne équivalent pétrole, c'est à peu près 41 gigajoules, ça vous fait à peu près 1800 tonnes de pétrole. Donc là aussi, vous voyez l'équivalence, l'énergie qu'on obtient est encore plus importante que celle de la fission. C'est 5 fois plus important que la fission d'1 kg. Bon. Voilà pour tout ce qui concerne la datation, la fission et la fusion. On va passer à peut-être un ou deux exercices d'application. Donc un noyau radioactif a une demi-vie de 1 seconde. Calculer la constante de désintégration. Ce sont des questions très classiques. On vous donne lambda
T1,5, on vous donne de calculer lambda. Donc vous avez cette formule à retenir, lambda fois T, c'est une constante, c'est log de 2. Donc ça vous donne constante radioactive en seconde moins 1. À l'instant donné, un échantillon de cette substance a une activité de l'ordre 10 puissance 7 désintégration par seconde. Là aussi c'est très classique, on vous donne l'activité, on vous demande de calculer le nombre de noyaux radioactifs présents à cet instant. Vous avez toujours la fameuse relation A égale à lambda n. Donc si je connais l'activité à l'instant T, je peux déterminer le nombre de noyaux qui restent à cet instant. Donc vous faites n, c'est A sur lambda, et bien sûr, ça vous donne 1,6 10 puissance 8 noyaux. Une substance radioactive dont la demi-vie de 10 secondes émet initialement à t égale à 0 de 10 puissance 7 particules alpha par seconde. Faites très attention, là ça signifie tout simplement l'activité, c'est de 10 puissance 7 particules par seconde, c'est équivalent à désintégration par seconde. Ah, je vous rappelle, une désintégration par seconde, c'est 1 becquerel, ou bien 2 10 puissance 7 becquerel. Calculez la constante de désintégration de cette substance. Bon, lambda, je connais T1,5, donc je peux déterminer lambda, c'est le log de 2 sur T1,5. Quelle est l'activité de cette substance? Bien sûr, c'est 2 10 puissance 7 becquerel, ah, c'est écrit dans cette phrase. Et enfin, initialement, combien y a-t-il de noyaux? Même chose, je connais A0, je connais lambda, je peux déterminer N0, c'est A sur lambda. Combien restera-t-il en moyen de noyaux au bout de 30 secondes? Donc là, faire très attention. Classiquement, il faut faire N, c'est N0 exponentielle moins lambda T, mais toujours dans ce type de question, essayez de comparer le temps qu'on vous donne à la période. Vous voyez bien que 30 secondes, c'est combien? C'est 3 fois T1,5. Or, on avait dit que après 3 fois T1,5, le nombre de noyaux qui reste, c'est N0 sur 2 puissance 3. Donc, je peux écrire facilement, au bout de 3 périodes, il restera N0 sur 2 puissance 8, sur 2 puissance 3, ça veut dire sur 8. Vous avez N0, vous divisez ça par 8, et vous allez obtenir ce terme. Donc, voilà un exercice très très classique de l'application de la radioactivité. Donc, je continue encore par un exercice d'application de la fission. Donc voilà, on vous dit une réaction de fission qui est donnée par cette réaction-là. Énoncer les lois de conservation utilisées pour déterminer Z et Y. Calculer l'énergie libérée par cette réaction. Déterminer, en déduire l'énergie libérée par 1 kg d'uranium. Un réacteur nucléaire de puissance 100 MW. Je vous rappelle, la puissance, c'est l'énergie par une unité de temps. Ça veut dire l'énergie consommée par ou bien fournie par ce réacteur, c'est 100 mégajoules par seconde. Quelle est la durée nécessaire pour consommer 1 kg d'uranium? Très question là, c'est déjà un niveau un peu supérieur. Il faut bien réfléchir pour répondre aux questions. Bien, je vais passer rapidement. Donc voilà l'équation de la réaction. Donc vous avez deux lois de conservation. Conservation de la charge, 92 égale 36 plus Z plus 0. Donc ça vous donne tout de suite Z égale à 56. Loi de conservation du nombre de masse de 135 plus 1 est égal à quoi? Est égal à 90 plus 142 plus Y. Et ça vous donne Y égale à 4. Donc le défaut de masse, on nous donne les masses de chaque élément en unité de masse atomique. Donc le défaut de masse, c'est en unité de masse atomique. Connaissons le défaut de masse, l'énergie libérée, c'est le défaut de masse multiplié par 931,5 mégaélectronvolts. Si on veut le calculer en joules, parce qu'on nous donne la puissance en joules, il faut le transformer en joules. 1 joule, c'est 1,6 10 moins 19 électronvolts. Ça vous donne 4,19 10 moins 11 joules. D'accord? Donc la puissance du réacteur, 10 puissance 8 watts, ça veut dire 10 puissance 8 joules par seconde. Or, un seul noyau libère 4,19 10 puissance moins 11 joules. Donc on va déterminer le nombre de noyaux, l'énergie libérée par une mole d'uranium. Donc la règle de 3, une mole contient n Avogadro atomes. Je connais l'énergie libérée par un seul noyau, donc je détermine l'énergie libérée par une mole. Maintenant pour 1 kg, règle de 3 là aussi, une mole libère 10 puissance 13, donc 1 kg libère une énergie E, et cette énergie c'est 10 puissance 14 joules par kilogramme. Et pour déterminer, donc là on nous dit la puissance c'est 10 puissance 8 watts, ça veut dire 10 puissance 8 joules par seconde, cette énergie là va être libérée pendant un instant T. Règle de 3, ça vous donne 12,2 joules.
Donc voilà, je m'arrête ici. À très bientôt. J'attends vos commentaires et vos remarques. Et à bientôt.